Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, chers étudiants et chères étudiantes. Bonjour à tout le monde. Voilà, on se retrouve à distance malheureusement dans ces circonstances exceptionnelles. D'abord, je dois vous dire que ce cours s'adresse matière, d'abord module introduction aux sciences juridiques, il s'adresse au groupe A et B, 1 et 2. Donc, soyez les bienvenus. Et d'abord, si vous permettez, donc je vais vous féliciter d'avoir été inscrit dans la filière droit. Et en s'inscrivant à cette filière, là, automatiquement, vous avez adhéré à un système qu'on appelle le système LMD. Ce système permet, LMD signifie licence, master, doctorat. Ce système permet aux étudiants d'évoluer au niveau de leur cursus, c'est-à-dire, après la licence, ils ont le droit de postuler pour des masters de recherche ou professionnels, puis la possibilité de s'inscrire en doctorat, ce qui n'est pas possible, bien entendu, dans certains établissements. Alors, rapidement, pour vous présenter cette filière droit, les 2 premières années sont des années de tronc commun. Chaque année est constituée de 2 semestres. Le premier semestre de la première année est constitué de matières générales sous forme d'introduction, comme par exemple l'introduction, notre matière, que je vais vous enseigner, donc comme l'introduction aux sciences juridiques, l'introduction au droit musulman, l'introduction à la science politique, introduction aux relations internationales, méthode des sciences sociales, introduction aux sciences économiques et à la gestion, langue et terminologie 1. Donc ça, c'est le contenu du premier semestre qui est composé, comme je viens de le dire, de 7 modules. Après, vous avez ces matières que je viens de citer constituent les prérequis du deuxième semestre, qui est constitué de matières comme la théorie générale des obligations, le droit commercial, la théorie générale du droit constitutionnel, le droit pénal général, l'organisation administrative, droit international public, langue et terminologie 2. Et là, bien entendu, l'étudiant aura son premier diplôme à la faculté, qui est le diplôme des études générales en droit, le DEUG. Après la deuxième année, les étudiants sont appelés à se spécialiser en choisissant ou bien la filière droit privé ou public. En cas de choix de droit privé, la troisième année est constituée de matières suivantes. Les matières suivantes sont le droit social, les régimes constitutionnels comparés, l'action administrative, la responsabilité civile et le droit de la famille. Il vous reste un semestre à accomplir, c'est le 6e semestre. Alors, le 6e semestre est composé de modules suivants: le droit des sociétés, l'organisation judiciaire, droit humain et liberté publique, droit pénal spécial, droit fiscal, instruments de paiement et de crédit. Là, vous avez terminé, vous avez obtenu votre licence. Après la licence, les étudiants peuvent postuler pour des masters. Alors, je vais vous citer quelques masters de droit privé, parce que je suis le coordonnateur de la filière droit privé, droit français. Donc, après la licence, les étudiants peuvent se postuler pour des masters comme le master juriste d'affaires, master sciences criminelles, droit pénal et sciences criminelles, master droit notariel, master droit international des affaires, etc. Alors, les études dans le master se font en 2 ans.
c'est-à-dire une fois ces études sont accomplies ou réussies par l'étudiant, l'obtention du master donne droit à l'étudiant de postuler pour le doctorat. Et dans ce cas, c'est-à-dire dans le doctorat, l'étudiant devient totalement un chercheur. Donc voilà pour la présentation, je dirais, une orientation, ou je dirais une explication du choix que vous avez fait, étant donné que vous avez choisi de s'inscrire en droit. Voilà le cursus que vous allez faire, Inch'Allah. Donc, ceci étant, je vais passer maintenant à notre matière dont je suis chargé, donc l'introduction aux sciences juridiques. Donc c'est une introduction d'une importance considérable. Moi personnellement je la considère comme la base de la formation d'un juriste. C'est-à-dire pour être un bon juriste, il faut maîtriser d'abord l'introduction au droit ou l'introduction aux sciences juridiques. Alors déjà pour commencer notre matière, je dois vous dire qu'on va partir du terme droit. Droit, que signifie le terme droit? Alors je dois vous dire que le terme droit a deux grandes significations. Deux grandes significations. La première signification, et là on écrit droit avec D majuscule, c'est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les comportements des individus dans une société donnée à un moment donné. Je répète, le terme droit, dans une première signification, c'est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les comportements des individus dans une société donnée à un moment donné. Dans ce cas-là, ce droit, on l'appelle soit le droit positif, soit le droit objectif. C'est synonyme. C'est la même chose. Si vous dites droit objectif ou droit positif, c'est la même chose. Alors là, pour éclaircir un peu les choses, au Maroc, nous avons plusieurs codes. Le code pénal, le code civil, le code de commerce, le code du travail, le code de droit réel, etc. Donc tous ces codes, le code des assurances, tous ces codes constituent le droit objectif, le droit positif marocain. C'est des codes, des lois qui sont là, pourquoi? Pour gouverner le comportement des individus au Maroc pendant cette époque. C'est ça ce qu'on appelle le droit positif marocain actuel. C'est un ensemble de règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les obligations de chacun, dans chaque domaine, la responsabilité de chacun. Là, le code du travail vous donne, par exemple, les obligations du salarié, la responsabilité du salarié, et en même temps, les obligations du chef d'entreprise et la responsabilité du chef d'entreprise, etc. La même chose en matière d'assurance, les obligations de l'assuré, la responsabilité de l'assuré, l'assureur aussi, etc. On appelle ça le droit positif marocain ou le droit objectif. C'est l'ensemble des règles juridiques qui sont là. Il y a plusieurs codes, je n'ai pas tout cité, qui gouvernent le comportement des Marocains ou le comportement des individus dans une société à un moment donné. Quand je dis des individus, parce que tout simplement le droit positif marocain est applicable à tous les individus, y compris les étrangers qui se trouvent au Maroc. Ces étrangers sont assujettis au droit positif marocain. Et on appelle ça, en matière juridique, le principe de la territorialité de loi. J'ai dit, ces individus sont assujettis au droit marocain, sauf dans un seul domaine où les étrangers restent assujettis à leur droit national, c'est le domaine du statut personnel. Qu'est-ce qu'on entend par statut personnel? C'est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent le statut personnel d'un individu, c'est-à-dire l'État, la capacité, le fiançailles, le mariage, la filiation, le divorce, la succession, etc. Là,
les étrangers dans un État seront soumis à leur loi nationale. D'ailleurs, c'est la règle qui est énoncée par le DCC marocain, le Dahir, sur les conditions civiles des étrangers au Maroc, des Français étrangers au Maroc de 1913, qui est toujours en vigueur et qui annonce et qui, je dirais, édicte ces règles en matière de droit international privé. Comme quoi, les étrangers, en matière de statut personnel, sont soumis à leur loi nationale. À part le statut personnel, bien sûr, les individus, les étrangers, sont assujettis, comme les Marocains, au droit positif marocain. Et pour finir avec le droit, le premier sens du droit, déjà, en arabe, c'est plus clair, on dit, la traduction du mot droit ici, dans le contexte que je viens d'expliquer, le droit signifie qanun, qanun. Droit égale qanun, droit avec des majuscules. Donc voilà pour le premier sens du droit. Le deuxième sens, toujours droit, mais là avec un D minuscule, si vous voulez, c'est le droit signifie l'ensemble des prérogatives, solotas ou le huquq, l'ensemble des prérogatives accordées par la loi à un individu vis-à-vis d'un autre individu ou à l'égard d'une chose. Je répète, le deuxième sens du terme droit signifie l'ensemble des prérogatives, l'ensemble des facultés, solotas ou le huquq, accordées par le droit, par la loi, à une personne, à l'égard d'une autre personne ou à l'égard d'une chose. Alors, à l'égard d'une autre personne, on appelle ça le droit personnel ou l'obligation. L'obligation. L'obligation qui signifie un lien juridique entre deux personnes, un créancier et un débiteur, par ce lien, le créancier peut exiger de son débiteur l'exécution d'une prestation ou d'une abstention. Exemple, un contrat de prêt d'argent entre deux individus. Lorsque Omar a prêté une somme d'argent à Zayd, Omar est le créancier, Zayd est le débiteur. Omar, là, ils sont liés par ce qu'on appelle un droit personnel, une obligation. Omar a le droit d'exiger de Zayd l'exécution de sa prestation, c'est-à-dire le paiement de la dette. Et dans ce cas-là, on peut dire que le rapport d'obligation est composé de trois éléments. Un créancier, un débiteur, une créance pour Omar, qui est le créancier, une dette, ou pour Zayd, on dit une dette. Et sur le plan juridique, le droit donne à Omar des pouvoirs, des prérogatives sur Zayd, en cas de défaut de paiement de la dette. Il peut saisir ses biens, il peut même l'emprisonner, dans le cadre de ce qu'on appelle la contrainte par corps. Bien sûr, à travers une action en justice, dawa qada'iya, qui va commencer par une mise en demeure, un jugement qui sera prononcé par le juge ou par le tribunal qui condamnera Zayd au paiement de la dette, et bien entendu, ce jugement forcément sera accompagné d'une astreinte, l'astreinte al-gharama tadiyya, c'est-à-dire que le juge va condamner Zayd à payer la dette dans un certain délai. Passé ce délai, le Zayd, le débiteur, aura à payer 200 ou 500 ou 50 dirhams pour chaque jour de retard. Après, en cas de non-paiement de la dette, si le débiteur persiste à ne pas régler, on ne peut payer sa dette, automatiquement, on va passer à la saisie des biens. La saisie des biens, le hajj,
c'est le fait, c'est lorsque la justice met la main sur les biens d'un débiteur, mobiliers ou immobiliers, pour les vendre aux enchères publiques et payer les dettes qui grèvent ces choses. Si le débiteur n'a pas de biens, regardez les pouvoirs que le créancier possède. Il peut même aller jusqu'à prononciation d'une peine d'emprisonnement pour dette. C'est ce qu'on appelle en droit des obligations la contrainte par corps al-ikrah badani. Donc ça, c'est le droit comme un ensemble de prérogatives que donne la loi à un individu à l'égard d'une autre personne. Le deuxième aspect du droit personnel, le droit subjectif, le deuxième sens, c'est le rapport entre la personne et une chose. Le meilleur exemple, c'est le droit de propriété. La loi donne à chaque propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière un certain nombre de droits. Un certain nombre de droits. Vous possédez une chose, vous êtes propriétaire d'une chose, vous pouvez la vendre, l'offrir, la céder à quelqu'un, la louer, etc. C'est votre droit. Vous pouvez même la détruire. Personne ne vous dira pourquoi. Parce que la loi vous donne des droits, sur cette chose. Et là, pour terminer avec ce deuxième sens du terme droit, c'est que en arabe, les choses vont changer. Tout à l'heure, pour le premier sens du droit, j'ai dit que le terme droit, avec des majuscules, signifie qanun. Mais dans le deuxième sens, que je viens d'expliquer, à travers des exemples, le terme droit signifie haq. Donc, en arabe, c'est plus clair. Qanun ou haq. Et comme ça, j'ai en même temps annoncé les deux parties de notre cours, de notre module. C'est-à-dire, dans une première partie, je vais traiter avec vous le droit objectif, le droit positif, le droit avec des majuscules, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les comportements des individus dans une société donnée à un moment donné. Et dans une deuxième partie, sûrement sera traité par le professeur Salah Din Matsouk, le droit subjectif, c'est-à-dire l'ensemble des prérogatives accordées par la loi à un individu, soit à l'égard d'une autre personne, soit à l'égard d'une chose. Bien, donc notre première partie, que je vais entamer de suite avec vous, sera consacrée à ce qu'on appelle le droit objectif ou le droit positif. Al-Qanun l'Ordaï, le Maghribi. Bien, alors je répète encore une fois la définition de ce droit positif ou le droit objectif. C'est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les comportements des individus dans une société donnée à un moment donné. Je vous ai dit tout à l'heure que dans tous les pays du monde, vous avez des codes. Qawanin ou douanat. Au Maroc, le droit positif marocain est constitué de plusieurs codes. Le code du travail, le code civil, qu'on appelle au Maroc le DOC, le Daher des obligations contrats, le code pénal, le code de commerce, le code de droit réel, etc. Le code des assurances, etc. Alors, ce droit, j'ai dit, gouverne le comportement des individus au Maroc actuellement. Ce qu'on appelle le droit positif. Alors, ce droit positif, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que le droit positif constitue la base ou le fondement de la règle de droit, le qaïda al-qanuniya. La règle de droit qui gouverne le comportement des individus dans une société donnée à un moment donné. Mais cette règle de droit cohabite, ou cette règle de droit, il vit, le verbe vivre, il vit toujours avec d'autres règles
que vous connaissez. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, dans une société donnée, au Maroc par exemple, vous avez la règle de droit qui cohabite, qui vit avec d'autres règles, notamment les règles religieuses, qawaïd diniya, les règles morales, qawaïd akhlaqiya, les règles sociales, qawaïd ijtimaïya, etc. Mais la règle de droit a un certain nombre de spécificités, khususiyat. C'est vrai, dans toutes les sociétés, ces règles vivent ensemble. Mais la règle de droit a ses propres spécificités. Et cela va nous mener, va nous amener à consacrer un premier chapitre de cette première partie du cours, le droit positif, au caractère de la règle de droit. Khasa'is al-qa'ida al-qanuniyya. Il se peut qu'on vous pose la question suivante, à l'examen peut-être, quels sont les caractères de la règle de droit? Ma hiya khasa'is al-qa'ida al-qanuniyya fi dawla mu'ayyana. Quels sont les caractères de la règle de droit dans une société donnée, à un moment donné? Alors je vous ai dit tout à l'heure que le droit, dans tous les États du monde, il y a la règle de droit, il y a la règle religieuse, la règle morale, la règle sociale. Commençons par un petit peu de la règle religieuse. Il n'y a pas un texte en droit marocain qui impose, qui oblige les Marocains à faire leur prière, ou qui consacre une sanction, jaza, pour les Marocains qui ne font pas la prière. Ça n'existe pas. Ça, la même chose pour le ramadan. Le droit pénal marocain sanctionne les personnes qui procèdent à la rupture du jeûne pendant le ramadan en plein public. Elle dit oui, mais que tu fasses le jeûne ou que tu ne le fasses pas, ça vous regarde. Tu peux t'enfermer chez toi et ne pas faire le ramadan. Il n'y a pas un texte juridique qui oblige les Marocains à faire le ramadan ou à jeûner. Donc, ça c'est la relation entre l'individu et le Dieu. La même chose au niveau moral. Parmi vous, il y a des étudiants, en prenant le bus, vous êtes assis dans votre siège, une personne âgée à côté de vous, debout, cette personne est debout, il n'a pas de siège, je suis sûr certain que vous allez vous lever et vous allez lui céder le siège, votre siège, vous allez lui donner votre place. Il n'y a pas un texte juridique qui vous oblige à faire ça. C'est une règle morale, qaïda akhlaqiya. C'est une règle morale. De même, quand un professeur arrive en classe, il y a ses étudiants qui sont assis, il dit bonjour tout le monde. Il n'y a pas un texte juridique qui m'oblige à vous dire bonjour. C'est une règle morale, qaïda akhlaqiya. Et on peut multiplier les exemples. Qawaïd akhlaqiya, des règles morales, des règles d'éthique. De même, dans toute société, il y a des règles sociales. Il n'y a pas un texte juridique qui oblige les Marocains ou les individus à aider les pauvres. Ça n'existe pas. Mieux que ça, je peux aller plus loin que ça. C'est qu'au Maroc, le code pénal marocain incrimine, yujarrim, la mendicité, at-tasawwul. La mendicité est considérée en droit pénal marocain comme un délit de police, puni d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois. Donc, quand on aide quelqu'un,
quand on, je sais pas, on fait de la charité, sadaqa, il n'y a pas un texte juridique qui vous oblige à faire ça. C'est une règle sociale, qaïda ijtimaïya. Donc vous voyez que dans toute société, il y a le droit, les codes cohabitent, le droit positif cohabite avec des règles religieuses, des règles morales et des règles sociales. La question que je vous pose maintenant, à travers ce que je viens de dire, je vous ai parlé des règles religieuses, des règles morales, des règles sociales, mais qu'est-ce que diffère le droit de ces règles? Je suis sûr et certain que parmi vous, il y en a qui me disent « Oui, monsieur, vous avez raison, le droit a quelque chose de spécial. C'est que la règle de droit est obligatoire. » Contrairement à la règle religieuse, la règle morale et la règle sociale. Le droit ou les règles de droit sont des règles, je dirais, obligatoires. Obligatoire, cela veut dire que la règle de droit est accompagnée de sanctions. El-jaza'. Et la sanction diffère ou varie en fonction de la faute commise par l'individu. Ce que je veux dire par là, c'est que la sanction peut être une sanction pénale ou une sanction civile ou une sanction administrative. Il y a plusieurs catégories de sanctions. Mais pour la sanction qui montre le caractère, ou qui décrit le caractère obligatoire de la règle de droit, c'est la sanction pénale. La sanction pénale appliquée à des personnes qui commettent des fautes pénales. Alors soit on dit une faute pénale, soit on dit une infraction.